Wall Street, 9h30, ouverture du marché boursier. Peu de temps après, les gens dans les bureaux s'affolent. Les valeurs des actions commencent à chuter rapidement. Les employés se regardent entre eux et ne comprennent pas. Cela faisait des années que le marché boursier américain était en plein essor. Les prix des actions avaient augmenté considérablement au cours des années 1920, atteignant parfois des niveaux records. L'économie était jusqu'alors en pleine croissance et les investisseurs étaient plus confiants que jamais. Mais ce matin, tout semble s'effondrer. Les investisseurs commencent à vendre leurs actions en masse, provoquant une chute encore plus importante des prix. La panique qui se répand est alors déjà inarrêtable. Une émeute éclate à l'extérieur du New York Stock Exchange, après que les gardes du bâtiment et la police aient empêché les actionnaires d'entrer. Au cours de la journée, de nombreux investisseurs essayent de vendre leurs actions, mais il n'y a pas assez d'acheteurs. Les rumeurs les plus folles circulent. 11 spéculateurs se seraient suicidés. Les employés de Wall Street sont débordés par l'afflux de clients et de demandes de renseignements. Les téléphones sonnent sans relâche. Les employés courent d'un bureau à l'autre pour essayer de répondre aux demandes. Complètement débordés. Les investisseurs crient même et se disputent pour obtenir des renseignements sur leurs actions. Certains ont visiblement du mal à croire que leur investissement est considérablement perdu de la valeur en si peu de temps. Les prix continuent de chuter, atteignant leur point le plus bas vers la fin de la journée. À la fermeture de la bourse, les prix des actions ont chuté de près de 13%. Les employés continuent à travailler jusqu'à tard dans la nuit pour répondre aux demandes et essayer de calmer les investisseurs inquiets, parfois sans succès. Les nombreux investisseurs qui ont emprunté pour spéculer sont contraints de liquider leur position à partir du lendemain. Miraculeusement, les cours restent relativement stables le vendredi 25 et samedi 26. Mais le cauchemar reprend le 28, où plus de 9 millions de titres sont échangés. Les banques n'interviennent pas, contrairement au jeudi précédent. Le 29 octobre, le volume échangé atteint 16 millions de titres. Winston Churchill, qui se trouve alors à New York, affirme être le témoin du suicide d'un spéculateur qui se serait jeté par la fenêtre. L'événement n'a cependant jamais été confirmé. Il est le début d'une longue série de rumeurs sur la défenestration massive des spéculateurs. Ces jours de panique furent une catastrophe pour le marché boursier américain, et ce n'est malheureusement que le début. Salut à tous. Aujourd'hui nous allons parler de la pire crise économique du XXe siècle et peut-être même de l'histoire, le krach de 1929, ainsi que la Grande Dépression qui s'ensuit. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Bonne vidéo à tous. Les années 1920 sont très prolifiques pour les États-Unis. En effet, après la Première Guerre mondiale, de nombreux pays, principalement des pays européens, connaissent des difficultés économiques, mais pas les États-Unis. L'économie américaine entre dans une phase de reconstruction, durant laquelle elle connaît un certain essor. Tout cela grâce à une augmentation de la production industrielle alliée à des progrès techniques et donc à un travail plus productif. Par exemple, on a le Fordisme qui est donc un système de production en série qui a grandement facilité l'industrie américaine. Il a été inventé par Henry Ford. Donc à cette époque, les entreprises et les industries ont augmenté leur capacité de production en croyant que la demande allait elle aussi continuer à augmenter. Ils embauchaient alors toujours plus de travailleurs et augmentaient aussi les salaires. Dans cette prospérité économique, de plus en plus de personnes commençaient à investir en bourse à crédit, ce qui représentait environ 4/5 des actions en 1929. C'est-à-dire que les civils empruntaient de l'argent aux banques pour pouvoir ensuite acheter des actions. Effectivement, les actionnaires contractant des prêts pensent pouvoir les rembourser par les plus-values obtenues en vendant des titres une fois que les cours auraient augmenté. À cette époque, la bourse repose donc sur des spéculations économiques. Un véritable boom spéculatif s'est donc emparé de la population américaine. 6% de la population américaine possédait donc des actions en 1929. De plus, l'augmentation considérable des cours, quadruplée entre 1925 et 1939, attire les boursicoteurs des plus importants aux plus modestes. La hausse appelant la hausse, le crédit soutenant la montée des cours, la bourse américaine se met donc rapidement à tourner à vide en 1928 en se déconnectant de toute réalité économique. Il y a aussi de nombreux problèmes économiques fondamentaux tels que la baisse des dépenses de consommation et de l'investissement ainsi qu'une augmentation de l'inflation. Enfin, il y a eu aussi des erreurs de politique économique commises par les autorités, telles que la réduction de la quantité de monnaie en circulation, ce qui a entraîné une contraction de crédit et une réduction de la demande globale. Suite à cette spéculation économique et de nombreux investissements à crédit, ce qui devait arriver arriva. En septembre 1929, après de nombreux signes qui ne présageaient rien de bon, la bourse se montre enfin hésitante. Mais il est déjà trop tard. La panique gagne les actionnaires qui souhaitaient éviter la baisse des cours lorsque les prix viennent à baisser. Les actionnaires s'empressent de revendre leurs titres avant qu'ils ne perdent trop de valeur. En conséquence, le jeudi 24 octobre 1929 à Wall Street se passe le jeudi noir, où près de 13 millions d'actions sont mises en vente. Le cours de la bourse s'effondre et toute l'économie américaine sombre à une vitesse folle avec de multiples conséquences. Les industries ne trouvent plus d'investisseurs et la consommation décroît sans cesse. L'agriculture, déjà en crise depuis des années, plonge davantage en même temps que les valeurs de ses productions. Quant aux banques, confrontées à l'incapacité des actionnaires à rembourser leurs prêts, elles tombent en faillite les unes après les autres. C'est le début de la Grande Dépression.
Le jour de l'effondrement, le 24 octobre 1929, fut une catastrophe. Mais pour certains spécialistes, c'était inévitable. Certains économistes et investisseurs ont vu les signes de surchauffe de l'économie et de la spéculation boursière et ont prévenu de la possibilité d'une crise économique. Roger Babson, un investisseur américain, a déclaré à une conférence de presse en septembre 1929 qu'une grande panique boursière est inévitable dans les prochains mois. Il était connu pour ses prévisions économiques et ses discours publics dans lesquels il mettait en garde contre les risques de surchauffe de l'économie et de la spéculation boursière. Il croyait que les bulles spéculatives étaient inévitables et qu'elles finiraient par éclater, causant une crise économique. Il croyait que la surproduction et les prix bas étaient les principaux facteurs qui ont conduit à la catastrophe. Il a également mis en garde contre les risques liés à la dette et à l'endettement excessif en soulignant que les entreprises et les investisseurs avaient trop de dettes. Il a également souligné l'importance de la réglementation pour éviter les bulles spéculatives et pour protéger les investisseurs. Babson voit néanmoins ses prédictions balayées d'un revers de main par l'establishment, à commencer par le célèbre professeur Irving Fisher, lui-même gros spéculateur, qui affirme le 17 octobre, je cite, « Les cours des actions ont atteint ce qui semble être un plateau perpétuellement élevé ». Avec cela, on peut se rendre compte que des gens ont vu la possible catastrophe financière qui se préparait et que la majorité n'a pas voulu écouter, aveuglée par toujours plus d'argent et de profit. Tout ceci menant aux 3 jours fatidiques d'octobre 1929. À la suite de ce crash a donc débuté une grande période dévastatrice, la Grande Dépression. Suite au mois d'octobre 1929, c'est toute la bourse qui s'écroule et la chute de 1930 et à 1932 est même supérieure à celle de l'année 1929. Les gens ayant acheté leurs actions à crédit ne peuvent donc pas rembourser les banques. Celles-ci sont alors dans l'incapacité de récupérer leur argent. De plus, elles sont confrontées à une demande massive de retrait d'espèces par les particuliers inquiets de la situation. Cela augmente les risques de faillite et conduit à l'effondrement de nombreuses banques, forçant l'État à massivement les nationaliser. Cela permet de sauver certaines banques et de stabiliser le système financier, mais cela entraîne également des coûts importants pour les contribuables. De nombreuses entreprises ayant investi en bourse font faillite, 23 000 en 1929, 30 000 en 1932. En réaction, la production industrielle chute de 50% entre octobre 1929 et août 1932. Les entreprises se retrouvent avec des stocks excédentaires de produits non vendus, ce qui entraîne une baisse des prix et une réduction des bénéfices. C'est alors que les entreprises doivent réduire la production et licencier des travailleurs. Les fermetures d'usines provoquent rapidement un chômage très important et une baisse des salaires, ce qui augmente la gravité de la crise économique. Il y a plus de 12 millions de chômeurs en 1933 aux États-Unis, alors qu'il n'était qu'1,5 million en 1929. Des millions de gens se retrouvent donc dans la misère, sans abri. Ceci entraîne une hausse du chômage et les travailleurs et chômeurs sont durement touchés par cela et la baisse des salaires. Ces gens ne reçoivent plus de salaire et perdent leur pouvoir de consommation. Puisqu'ils ne peuvent rien acheter, les ventes des industries diminuent. Les entreprises ferment ou congédient alors d'autres personnes, créant ainsi une boucle sans fin. Mais certaines personnalités aident les chômeurs. Par exemple, la famille Rockefeller est impliquée dans des initiatives philanthropiques importantes à cette époque et continue à soutenir diverses causes sociales et économiques pendant la grande crise. Ils ont notamment financé des projets de construction de logements pour les personnes à faible revenu et des programmes de formation professionnelle pour aider les travailleurs à trouver des emplois. Les agriculteurs aussi sont touchés. Confrontés à une baisse drastique des prix agricoles, 57% environ entre juin 1929 et décembre 1932, ils doivent contracter de nouveaux emprunts pour rembourser les anciens. Parfois, les banques saisissent les terres de ceux qui ne peuvent plus payer, les poussant à l'émigration vers l'ouest. Face à tout cela, les banques américaines souhaitent récupérer leurs liquidités investies à l'étranger pour rapatrier leurs capitaux et éviter au maximum la faillite ou l'apaiser. Cette opération rapide et brutale met en difficulté économiquement beaucoup de pays, notamment européens. L'Allemagne, par exemple, s'était reconstruite pendant les années 1920 grâce à de nombreux prêts américains pour payer les réparations imposées suite au traité de Versailles. Privés de cet argent, les pays doivent donc diminuer leur importation et leur consommation, ce qui réduit fortement le commerce mondial. La crise s'exporte ainsi en 1930 en Autriche et en Allemagne, en 1932 en Angleterre et en 1933 en France. Les États-Unis se rétractent donc eux aussi du commerce international. Cette baisse soudaine des importations américaines met donc aussi en difficulté leurs fournisseurs de matières premières. Ce sont souvent les pays dits neufs, comme le Canada ou le Brésil. Le café brésilien perd par exemple les 2/3 de sa valeur et se retrouve tout juste bon à être utilisé comme combustible dans les locomotives. En somme, le krach boursier à New York en 1929 se transforme alors en une crise économique mondiale, en particulier pour les économies dépendantes des États-Unis, dans par exemple le domaine de l'importation et de l'exportation de matières premières ou de denrées spécifiques. L'URSS va donc échapper aux conséquences de cette crise économique de par sa politique communiste indépendante, mais une grande majorité de pays n'auront pas tous cette chance. En effet, de nombreux pays vont subir de lourdes conséquences sociales suite à cette crise économique, telles que une augmentation massive du chômage et de la pauvreté, une diminution de la qualité de vie pour les travailleurs, une forte immigration de personnes cherchant de l'emploi ainsi qu'une augmentation de la criminalité. Cela va alors malheureusement participer à la montée au pouvoir de plusieurs partis extrémistes et totalitaires en Europe, comme Hitler en Allemagne avec le parti nazi.
En effet, face à cette crise économique, de nombreux dirigeants d'autres nations vont essayer de mettre en place des politiques gouvernementales dans le but de limiter les dégâts de la crise actuelle. Les gouvernements des différents pays, et premièrement aux États-Unis, ont en général essayé de stabiliser l'économie en adoptant des politiques de restrictions budgétaires et monétaires. Mais cela n'a pas suffi à arrêter la chute des marchés. Les banques sont nationalisées pour éviter les faillites, stabiliser le système financier et éviter que les pertes ne se propagent à d'autres parties de l'économie. Les pays européens imposent des tarifs douaniers qui ont pour but de rendre les produits étrangers plus chers en les comparant aux produits nationaux, ce qui permet aux entreprises locales de rester compétitives, car les acheteurs sont plus enclins à acheter des produits locaux qui sont moins chers que les produits importés. Mais cela provoque une réduction des échanges commerciaux et finalement une aggravation de la crise économique. Herbert Hoover, alors président des États-Unis, est critiqué pour sa gestion de la crise car il adopte des politiques considérées comme insuffisantes pour faire face à l'ampleur de la crise. Il prône l'idée que les entreprises privées devraient être les principaux acteurs de la relance économique, occultant le fait que ce n'est pas dans leur intérêt ou alors tout simplement pas dans leurs moyens, et a refusé d'intervenir pour soutenir les travailleurs et les chômeurs. Il s'oppose également à l'augmentation des dépenses publiques pour stimuler l'économie et continuer à soutenir un budget équilibré. Le président Hoover préconise un repli manifeste des États-Unis et des Américains sur eux-mêmes comme pour tenter de mieux juguler la crise. Avant la crise de 1929, le peuple américain comme la presse vantait ses moyens de mieux organiser l'économie des États-Unis. Et il était très populaire et aimé. Avec la crise, tout change et Hoover semble totalement déconnecté de la réalité. Sa présidence et la personne qu'il est devenu pendant celle-ci est un vrai paradoxe en tant que tel. D'ultra-libéral, il devient un hyper-conservateur qui ne pense qu'à la rigueur budgétaire et les restrictions des dépenses publiques. Herbert Hoover restera dans les mémoires comme l'un des présidents les plus détestés de l'histoire des États-Unis. Il devient d'ailleurs l'ennemi juré de la célèbre politique du New Deal créée par son successeur à la présidence, Franklin Roosevelt. Celui-ci met alors en place la fameuse politique du New Deal, soit de la Nouvelle Donne, en 1933. Celle-ci a alors pour but de remédier aux conséquences de la Grande Dépression avec plusieurs mesures telles que des programmes de relance économique, accompagnés d'investissements publics et massifs dans les infrastructures, la création de nouveaux emplois et la législation sociale pour protéger les travailleurs et les familles les plus vulnérables. Des agences gouvernementales ont été créées comme Securities and Exchange Commission et la Federal Deposit Insurance Corporation, ayant pour objectif d'encadrer les activités financières et bancaires pour éviter les crises économiques futures. Le New Deal a permis de stabiliser l'économie américaine et de réduire les niveaux de pauvreté et de chômage. De plus, il a été une réussite en matière sociale avec des conférences de presse régulières où le président s'adresse directement au peuple. Les différentes réformes ont permis de donner plus de liberté syndicale et de réguler les marchés financiers. Mais il a également suscité de vives controverses et critiques, notamment de la part des républicains et des conservateurs qui estimaient que ces politiques étaient trop interventionnistes et socialisantes. Du côté des autres pays européens, le sort en est tout autre. Beaucoup d'autres pays sombrent dans la dictature, comme par exemple l'Allemagne, comme énoncé précédemment. Le parti nazi obtient une bonne part de ses suffrages en 1933 parce qu'il promet du pain et du travail, en allemand Arbeit und Brot, aux chômeurs. Tandis que d'autres pays vont réagir différemment, tels que l'Angleterre en prenant deux mesures phares. La dévaluation de la monnaie, où la livre sterling est dévaluée de 40% en 1931, et dans la plupart des pays, ce qui permet de stimuler les exportations, les produits du pays coûtant moins cher. 2. La déflation, ce qui veut dire la réduction des salaires et des dépenses pour assainir l'économie. Essayé par exemple en France en 1935, mais sans grand succès. Cette politique économique a même eu un effet pervers puisqu'en réduisant la consommation, elle a aggravé les effets de la crise. Mais malheureusement, toutes les mesures prises et les politiques mises en place n'ont pas empêché la crise économique de faire de lourds dégâts sur un grand nombre de pays. Comme l'a dit l'ex-président Calvin Coolidge, se confiant à l'un de ses amis les plus proches par un jour glacé de décembre 1932, nous sommes entrés dans une nouvelle ère à laquelle je n'appartiens pas. Quelques semaines plus tard, sa mort semblait venir confirmer ces tristes paroles. Effectivement, c'est une crise sans précédent qui s'est abattue le 24 octobre 1929 à Wall Street, sur les États-Unis et sur le monde. Cette crise aura marqué les esprits comme étant la plus grande crise économique du XXe siècle. Elle nous aura donné une leçon importante à retenir à l'avenir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. I don't want to set the world on fire. I just want to start